Bienvenue à cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de visiter notre site web révolutiondesprit.com où vous trouverez de nombreux articles, plusieurs enregistrements audio non disponibles sur notre chaîne YouTube et d'autres produits dans notre boutique. Profitez-en pour vous abonner à notre infolettre et nous vous enverrons gratuitement notre livre numérique Le Primitif moderne. Et maintenant, place à l'entretien. Bonjour, c'est Patrick. Vous avez déjà parlé de l'importance d'être groundé, comme on dit au Québec. Précisons que cette expression est un anglicisme, ou si on veut un emprunt à l'anglais qui vient du mot ground, qui fait référence au fait d'effectuer une mise à terre du courant électrique. Donc, c'est ça. Petite précision. Alors, sachant ceci, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par être groundé? Commençons par ça. Pour commencer, être en mise à terre ou être groundé, c'est extraordinairement important pour les gens qui sont sensibles ou les gens qui visent à connaître l'évolution. Donc, si un être est sensible et s'il vise l'évolution, c'est que son psychisme est en éveil. Et son psychisme étant en éveil, il se peut qu'il y ait une certaine électrification de ses corps, de son corps mental inférieur et aussi de son cerveau carrément. Et puis, ceci se traduit chez l'humain en une prédisposition à ce que les pensées le foudroient quelque peu. Donc, j'utilise le mot foudroyer, évidemment, par exprès, dans le sens où c'est une décharge électrique. Le foudroiement, c'est donc un éclair qui tombe du ciel. C'est une décharge électrique puissante qui a tendance à pétrifier ce que ça touche ou, à tout le moins, lui créer de grands dommages. Donc, un humain qui est foudroyé par la pensée, c'est parce qu'il n'est pas en mise à terre. OK, donc, c'est ce qui est très important, c'est que la pensée et même la communication avec le plan mental supérieur peut obnubiler l'humain à un point tel qu'il en oublie sa vie dans la matière. Donc, on dit, lorsque c'est purement astral, on dit « j'étais dans la Lune ». Et combien de gens vont enfoncer l'auto en avant d'eux parce qu'ils étaient dans la Lune, ou, bon, peu importe, les accidents d'auto, ou se cogner un coude après un meuble, ou quoi que ce soit d'autre. Comme un petit orteil. Ou un petit orteil, oui. Ça réveille toujours un peu ça. Disons que ça ramène sur le plancher des vaches. Donc, j'ai parlé du plancher des vaches récemment. Oui. Et puis, donc, être en mise à terre, ce que ça signifie, c'est être disposé de manière psychique et matérielle à ce que la pensée ne nous foudroie pas. Ah, d'accord. Tout simplement. Et c'est-à-dire que si elle ne nous dévie pas de notre activité quotidienne, de ce qui nous occupe dans l'instant où la pensée apparaît, mais ceci, c'est signe que nous sommes plus solides en tant qu'être intégré que ce qui nous traverse la conscience. Mais dans le cas d'un être qui est peu groundé, il va avoir une idée, puis là, il va se mettre à voguer. Il va voguer le long des courants qui lui ont amené cette idée. Courants astro, mentaux ou initiatiques. OK. Je pourrais revenir sur le courant initiatique. Donc, il va voguer sur ces courants et la qualité de l'intégration de son être et de sa présence dans sa vie en souffrira, puisque il était assis d'une manière précaire dans sa vie et il a une idée, une pensée qui le traverse et puis là, il vogue dans ces courants-là, il n'est plus dans sa vie. Donc, lorsque je dis être dans sa vie ou ne pas être dans sa vie, je veux dire que la conscience est focalisée dans le moment présent, dans la matière, sur le plancher des vaches. Okay. Donc, occupé à sa vie. Donc, si un être est précairement installé dans cette occupation à sa vie et que son psychisme est sensible, plus son psychisme est sensible, plus c'est facile pour des interférences au niveau psychique de lui souffler une petite pensée et de le décoller, si on veut, de le désancrer de sa vie pour l'amener ailleurs. Et ceci, c'est toujours désavantageux parce que l'humain est sur Terre pour vivre sa vie. Donc, j'ai déjà dit, l'expérience humaine durant l'évolution, c'est un peu comme
un scientifique avec son sarrau et tout son laboratoire. Sa vie, c'est son laboratoire. Et il fait l'expérience pour découvrir des choses. Donc, l'expérience, les gens en spiritualité à saveur quasi supramentale ou qui se croient dans l'intelligence supramentale, donc dans une spiritualité qui se prétend supramentale, mais ces gens-là lèvent le nez sur être présent dans sa propre vie sur le plancher des vaches. On dit, mais je m'occupe de choses plus importantes. Il n'y a rien de plus important. Et ces gens peuvent lever le nez aussi en dédain à l'expérience, dire je suis au-delà de l'expérience. Ils voudraient bien l'être, mais l'expérience est au cœur de ce que c'est qu'une incarnation. Okay. Donc, beaucoup de gens, disons, même C. Patrick est devenu C. Patrick grâce à son expérience. OK. Donc, dire qu'on est au-delà de l'expérience, je me permets d'affirmer qu'il y a quelques prétentions à ce sujet. Oui. Mais si on est au-delà de l'expérience, supposément, c'est qu'on serait fusionné à ce moment-là. Ben, exactement. On aurait vécu la fusion au complet et nous serions un faiseur de miracles. Nul besoin d'affirmer à ce moment-là qu'on est au-delà de quoi que ce soit. Exactement, on s'occupe de sa vie. Donc, mentionner qu'on est au-delà de l'expérience, ça prouve déjà qu'on n'a rien compris, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà. Effectivement. Donc, on tombe encore dans le piège de la croyance, se croire comme ceci, se croire comme cela. La croyance, l'orgueil et la facette psychologique de l'ego. La croyance étant le siège de cet orgueil. Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure le courant astro ou les courants initiatiques, c'est ça? Oui, donc on pourrait parler de 3 sortes de courants psychiques. Courant psychique. Le courant astral, le courant lumineux et le courant initiatique. Ah, OK. Astral, lumineux et initiatique. Donc le courant astral, c'est simplement la manipulation du phénomène de la pensée par les entités, le monde de la mort, qui prend une impulsion intelligente provenant des plans de lumière, du plan de l'esprit, et qui le dénature, le colore, le déforme et donne lieu à une pensée qui est seulement un très pauvre succédané pour ce qu'il y avait à l'origine qui devait lui être communiqué. Donc voilà pour le courant astral. Il y a beaucoup de choses à regrouper là-dedans si on veut les décrire. Il y a le courant mental qui n'a rien à voir avec le mental inférieur que l'humain connaît. Le mental supérieur, dans sa grande froideur, informe l'humain de choses objectivement réelles. Donc ceci, c'est très froid, mais cette froideur et la très grande puissance qui l'anime, puisque c'est la puissance de l'absolu, exige que l'ego soit devenu monolithique, c'est-à-dire très solidifié dans ce qu'il est, donc dans son acceptation de l'identité. Et donc à ce moment-là, il y a le courant mental supérieur qui, dans le cas de la plupart des êtres humains sur la planète, est fondamentalement ignoré ou absolument ignoré. Donc, ce courant est presque invisible et c'est ce qu'il y a à l'origine de la pensée, donc à l'origine du courant astral. OK. Mais le courant astral dénature tout, il a tout changé, il a inversé, il a fait... Donc, pour qu'un courant mental devienne un courant astral, il subit une dénaturation, une déformation, une distorsion qui le rend méconnaissable. Donc, il n'y a rien en commun entre les deux. OK. Plus souvent, l'autre est le contraire de l'un. Et ensuite, le courant initiatique, qui est très intéressant parce qu'il se situe quelque peu à l'intersection entre le courant mental et le courant astral, c'est-à-dire qu'il relève d'une activité par laquelle l'ajusteur de pensée initie l'humain. Donc, l'ajusteur de pensée, son rôle, c'est de réverbérer sur le plan astral d'une manière aussi parfaite que possible le message originel de l'esprit. Mais sa mission à l'ajusteur de pensée, c'est d'amener l'humain à se syntoniser à son esprit directement. Donc, il y a ce courant initiatique, donc, qui manipule l'humain à faire erreur et à souffrir de son erreur afin de raffiner son discernement. Donc, le courant initiatique, c'est ce qui passe
par la tête de l'humain et qui semble très intelligent et qui, au bout du compte, donne des piètres résultats. Donc, je vous donne un exemple. J'ai connu un homme qui croyait qu'il avait l'intelligence supramentale. Il a écrit un livre. Il a inventé plein de nouveaux mots que personne ne connaissait dans son livre. Et ensuite, il a pris tous les fonds de son fonds de retraite. Il a imprimé des milliers et des milliers de copies de son livre qu'il a empilé chez lui. Et ensuite, il était pauvre avec un livre dont personne ne voulait. Donc, ceci, c'est un courant initiatique. Mais comment... Il me semble qu'il y a un peu de ressemblance entre le courant initiatique qui vous envoie dans la mauvaise direction et le courant astral, non? Mais le courant astral aurait très bien pu faire inspirer cet homme à écrire quelque chose dont les gens veulent, mais qui ne leur sert pas, qui les dessert, et lui à connaître un très grand succès. Ah, OK. Donc, ce n'est pas parce que le courant astral veut l'esclavage de l'humain qu'il vous fera souffrir. Donc, les gens se rendent esclaves de drogue pas parce que la drogue est désagréable. Ça prend un peu de carotte pour aller avec le bâton. Oui, mais là, le courant initiatique fait exprès pour nous faire des pièges, pour nous tendre des pièges. Oui. Et alors, c'est à nous de les déjouer, c'est ça? Ils tendent des pièges dans le but que nous exercions notre discernement. Exactement. Donc, si je retourne au cas de cet homme qui se croyait tellement l'ange descendu du ciel ou le cadeau de Dieu à l'humanité, enfin, peu importe. Il avait un orgueil démesuré qui ne lui permettait pas de recevoir la véritable intelligence. Mais se croyant si ancré dans cette intelligence, il n'avait pas la capacité d'admettre à cause de son orgueil qu'il pouvait être dans l'erreur. Alors il a dû en faire l'expérience très coûteuse, sur plusieurs plans à la fois, de s'étouffer sur son orgueil, d'être si évolué et si fusionné. Donc, malheureusement, ce genre d'expérience arrive trop souvent dans le sens où si les gens écoutaient un peu plus la voix de l'intelligence, comme par exemple la voix de C. Patrick, et faisaient un peu plus ce qu'il y a dans son manuel, ils auraient moins ce genre d'expérience, parce qu'ils auraient l'information que ceci se peut pour commencer, et deuxièmement, les symptômes qui mènent à ce genre d'expérience, et ils les verraient dans leur psychisme, ils les ôteraient. Donc, je parle de ceci parce que c'est tout à fait dramatique comme situation que d'être aux prises avec le courant initiatique du psychisme. C'est dramatique, c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux, c'est une très grande souffrance, mais ce n'est pas obligatoire de passer par là. Donc il y a un chemin qui est très court entre le courant astral et le courant de l'identité psychique de l'homme de la prochaine époque. Donc, éviter le courant initiatique au maximum, ou plutôt le court-circuiter, car l'éviter, ce serait par peur ou par autre trait psychologique d'évitement, mais de le court-circuiter pour aller collaborer directement avec l'intelligence et sa lumière, ceci, c'est intelligent. Donc, je ne rigole pas quand je parle de la mésaventure de cet homme avec son livre. Ceci, c'est dommage pour lui, mais dans un tel cas, c'était la seule méthode valable pour son intelligence de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur. Donc, pour un, c'est comme ça, pour l'autre, c'est d'autres choses, mais il est préférable que l'humain collabore avec son esprit que de subir les chocs et la très grande souffrance de ce courant initiatique. Je veux juste revenir à... Tout à l'heure, vous parliez de courant du mental supérieur. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Est-ce que c'est le courant de l'ajusteur, ça? Non. Non, c'est le courant de l'esprit. Le courant de l'ajusteur, c'est souvent le courant initiatique. OK. Donc, il peut être très doux, le courant de l'ajusteur de pensée, pendant un temps. Mais si l'ego s'entête à ne pas syntoniser l'esprit et demeurer dans ses préjugés relativement à soi-même et à son statut évolutionnaire, à ce moment-là, le simple courant, si on veut,
supérieur de son ajusteur de pensée se transformera en courant initiatique, ce qu'il est fondamentalement. OK. Mais lorsque l'initiation est très douce, parce qu'elle commence, et que l'humain est à l'affût, il est aux aguets, il dit « Ah, mais c'est quoi ça? » Et il commence à écouter ça. Et tout de suite, il dit « Ah, mais ça me connecte à une autre chose. Et voilà, j'écoute cette autre chose. Ah oui, c'est très intéressant. » Bon, il se connecte avec son intelligence directement. Donc, l'ajusteur de pensée ne fait que ajuster justement la connexion du psychisme à l'émetteur. Donc, s'il est sans mise à terre, l'humain est ouvert un peu comme une grange pleinement ouverte sur une plaine, le vent passe au travers et c'est n'importe quoi. Mais si on commence à filtrer un peu, là, on peut distinguer un peu la poussière de l'air pur, si on filtre. Peut-on dire, par exemple, du courant astral qu'il déground la personne, tandis que le courant initiatique, lui, cherche à grounder, justement, la personne, donc? Absolument, absolument. Vous avez clairement été influencé par une intelligence lumineuse, car vous voyez. Mais oui, effectivement, car les hiérarchies veulent garder l'humain en esclavage, et la meilleure manière de le garder en esclavage, c'est de lui couper son ground ou sa mise à terre pour le mettre en circuit électrifiable. Donc, on bâtit la charge dans le psychisme et il s'électrocute lui-même au bout du compte. Oui. Au lieu de se remettre tout simplement les deux pieds sur terre. Ben, exactement. Donc, un être qui a une bonne mise à terre, si on tente de le foudroyer sur le plan astral, il dira, mais qu'est-ce que cette connerie saugrenue qui me passe par la tête? Non, mais vos gueules, les imbéciles de l'autre côté. Tout de suite. Même un être qui est inconscient, qui a une très bonne mise à terre, et on l'assaillera du côté de l'astral, et il s'énervera un peu en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et il continuera son chemin, il ira pelleter de la terre s'il le faut, clouer un clou, bon, bref, s'activer dans la matière, et s'activant dans la matière, il revient à sa vie. Et ces courants, le courant astral, il appartient à quoi? À la mort. À la mort, oui. Le plan astral appartient à la mort. Oui, OK. Donc, le courant astral appartient à la mort. Et donc, c'est anti-vie. Donc, on va dire, oui, mais tu joues avec les mots. Mais non, mais c'est littéralement cela. C'est-à-dire que la vie de l'humain, elle est dans la matière. Ces courants-là appartiennent à la mort. Et s'ils réussissent à électrifier le psychisme humain, c'est l'humain qui est dans le mauvais drap, puisqu'il est sorti de sa vie par la mort, littéralement. Donc, il meurt un petit peu. Et mourir un petit peu, ce n'est pas bon. On préfère la vie, du moins on devrait, puisque la vie est pleine de potentiel. Donc le potentiel créatif de l'humain, lorsqu'on dit créativité, on ne dit pas jeter de la peinture sur une toile ou écrire des poèmes et dire que, ah mon Dieu, que c'est émouvant, ça c'est très créatif. Mais ce n'est pas ça la créativité, ça c'est la mort qui imite la créativité. Okay. C'est de la créativité astrale, donc une manière jolie de déguiser l'aspect putride de la mort. Mais la créativité, elle est dans la vie. Donc si on me dit qui est plus créatif, un ébéniste qui fait des meubles de base très primitifs ou un chanteur acclamé dans les radios, ben je vais dire tout de suite, mais c'est le menuisier qui fait des meubles, c'est l'ébéniste, même si ces meubles sont primitifs, il est plus créatif que l'autre qui roule sur les millions. Donc ça n'a rien à voir avec autre chose, mais donc la mise à terre, c'est important. Donc la créativité passe par nécessairement la mise à terre. La véritable créativité ne peut se produire que dans la vie de l'humain, et il n'est pas dans sa vie s'il n'a pas sa mise à terre. Donc, je ne dis pas qu'on doit travailler de ses mains 24 heures sur 24, c'est ridicule, mais je dis qu'il est avantageux de
d'entraîner le psychisme à se focaliser dans la matière, dans sa vie. Et plus le psychisme est entraîné à faire ceci, moins il a besoin de faire d'efforts pour faire ceci. Donc, ceci, c'est l'état naturel du psychisme. Donc, on n'a pas besoin de ce que je disais, clouer des clous ou pelleter de la terre 18 heures par jour pour avoir une bonne mise à terre. Mais pour continuer là-dessus, je suppose que ça peut être un excellent moyen, justement, volontaire de se reconnecter au plancher des vaches. Bien sûr. En fait, comment reconnaît-on qu'on n'est pas groundé? C'est très difficile de reconnaître qu'on n'a pas de mise à terre parce que la mise à terre, c'est le fait d'être dans sa vie. Et être conscient, ça requiert d'être dans sa vie. On n'est pas conscient sur le plan astral, on est inconscient. Oui. Donc, lorsqu'on est inconscient, on ne peut réaliser les choses. C'est la définition même de l'inconscience. Et donc, ne pouvant réaliser qu'on est hors circuit de la mise à terre, réaliser qu'on est hors circuit de la mise à terre, c'est difficile et c'est pourquoi là intervient un jour ou l'autre le courant initiatique du psychisme. Ah, d'accord. Pour dire, regarde, tu viens de te casser les 2 jambes parce que tu n'as pas regardé avant de traverser la rue. Peut-être que maintenant tu réalises que être présent dans la matière, ça peut avoir des effets positifs. Donc, qu'on ne s'imagine pas que l'esprit se réjouit d'avoir fait une bonne blague un peu comme un mauvais clown nous ferait. L'esprit fait tout pour éviter à l'humain de le faire souffrir. Mais l'esprit est sujet à de nombreuses contraintes relativement à l'évolution de l'humain. Et ces contraintes sont celles-ci. Donc, d'un côté, il y a le plafond de souffrance pour le psychisme, au-delà duquel l'être met fin à ses propres jours. Donc, il y a une souffrance maximale que l'esprit peut imposer. Et ensuite, il y a la puissance de l'influence des forces provenant du monde de la mort. Donc, ceci a une certaine emprise. Et si, pour faire décoller l'humain de cette emprise, on doit le faire souffrir plus que sa limite, ben on le tue. Alors on ne peut intervenir comme ceci en tant qu'esprit. Et donc à ce moment-là, il y a toute une négociation, si on veut, non pas une négociation ouverte, mais de la manipulation d'un côté comme de l'autre, de l'esprit du monde de la mort, de l'esprit du monde de la mort, pour amener l'ego à un endroit où finalement le courant initiatique peut agir et dire, regarde ceci, tu fais fausse route. Et bon, ce n'est pas par plaisir, mais c'est seulement que l'esprit veut que l'humain vive. Et pour que l'humain vive, il faut qu'il cesse de mourir. Oui. Bon, donc on parle de l'importance de rester dans sa vie, d'être groundé, comme vous dites. Là, vous parlez de pensée de courants foudroyants, disons, de l'astral, qui nous amènent à nous dévier. On parle de pensée, est-ce que ça peut s'agir, on peut ressentir ça comme des émotions aussi, qui nous sortent de notre vie. Et alors, à ce moment-là, faire un acte dans sa vie peut nous détacher de ces émotions-là. Oui, c'est toujours la pensée qui mène à l'émotion. Si on a l'impression que nos émotions sont directement tiraillées par l'au-delà, c'est que nous sommes soit suffisamment inconscients qu'on ne réalise pas la pensée qui nous a traversé l'esprit avant l'émotion, ou qu'on est suffisamment possédé par des entités que déjà elles peuvent tirer sur nos émotions sans même une pensée, ce qui est une étape très très courte avant la possession totale. OK. Donc, s'il y a un avertissement à donner à l'humain, c'est que s'il vit de l'émotion sans une pensée avant, gare à vous. Gare à vous parce qu'il y a pour utiliser une métaphore religieuse, il y a un démon avec un poignard dans votre cœur. Oui, mais alors qu'en est-il des états, par exemple, si on peut se sentir déprimé sans nécessairement savoir pourquoi, si on est capable de relier cet état-là à quelque chose, c'est que on n'est pas nécessairement en voie d'être possédé, mais si on est incapable de relier cet état-là à quoi que ce soit, c'est là qu'il y a anguille sous roche, vraiment danger? La dépression, ce n'est pas une émotion. Donc, il faut comprendre ce qu'est une émotion.
Une émotion, c'est un épanchement d'énergie qui est relativement soudain et bref. OK. Donc, bon, lorsque je dis relativement soudain et bref, mais ceci, c'est variable. Donc, si on fait un deuil de l'amour de sa vie qui part soudainement, ça peut prendre quelques semaines à être profondément triste du départ de l'autre avant que ce soit terminé. Mais le point est que c'est une émotion qui a un point de départ et un point de fin. Donc, une émotion, c'est ainsi. Et le sentiment est plus vague. Donc, si une personne, par exemple, vit le rejet de ses parents, sa famille, tous ceux qui l'entourent continuellement, il n'a que du négatif qui vient à lui et un jour, il tombera en dépression. Ceci, c'est absolu. À moins qu'il soit fusionné. Mais s'il n'est pas fusionné, il deviendra dépressif. Donc, cette dépression, ce n'est pas une émotion, c'est plus une résultante de l'accumulation d'émotions négatives dans son être ou d'accumulation de mémoire d'émotions négatives. Mais si je parle de quelque chose que je décrirais comme un vague à l'âme, un flou, où on n'arrive pas à, je sais pas, à sortir de cet état facilement, sans être nécessairement déprimé en tant que tel. Quand on est dans cet état-là, c'est qu'on manque de mise à terre. Okay. Donc, la mise à terre est très importante. Donc, ces états-là, comme que vous décrivez, sont comme le sentiment de dépression, c'est-à-dire qu'ils résultent d'accumulation plutôt que d'un événement en particulier ou d'une pensée particulière qui amène ces états, qui seraient à ce moment-là des émotions plus intenses mais plus brèves. Mais à ce moment-là, si on a des états comme la dépression ou un flou à l'âme ou, bon, peu importe, c'est qu'on manque de mise à terre. Donc, la mise à terre, elle nous sauve contre ceci, mais l'acquérir quand on ne l'a pas, ça signifie s'intéresser à sa vie. Parce que si on n'a pas la mise à terre, c'est qu'on n'est pas intéressé à sa vie. Et si on n'est pas intéressé à sa vie, c'est qu'on se fait récupérer par la mort. Donc, c'est très simple, au fond. Si on est récupéré par la mort, on n'est pas intéressé par la vie, et là, on est sujet à voguer sur les courants astraux qui comprennent ces états que vous décrivez. Et la manière de combattre ceci, c'est reprendre la mise à terre, mais reprendre la mise à terre exige qu'on s'intéresse à sa vie, et plus on vogue sur les courants astraux de la mort, moins on s'intéresse à sa vie, plus il nous apparaît moche et borne et sans intérêt. Donc, c'est pourquoi, quelquefois, les gens sont mis dans des situations où il n'y a que le courant initiatique pour les sortir d'une torpeur comme celle-là. C'est-à-dire que l'être est suffisamment raffiné dans son psychisme, sensible pour pouvoir connaître l'évolution, mais il vogue sur les courants astraux de la mort, presque exclusivement, et n'a pas la faculté de s'en sortir. Alors, le courant initiatique peut surgir dans son être, lui faire reconnaître qu'il avait certaines lacunes dans ce à quoi il s'intéressait et il s'occupait, et commencer à s'occuper de ce qui est réellement important. Donc, sa vie. Je ne peux vous dire à vous et dire à tous qu'est-ce qui est important dans leur vie. Il s'agit à eux de revenir sur le plancher des vaches, de faire une chose, de faire une autre chose, de faire une autre chose, et puis de voir ce qui leur convient. Donc, j'ai connu, moi, un athlète qui était très intelligent, et il levait des poids au gym. C'était une montagne de muscles. Mais c'était un gars très intelligent, très raffiné psychiquement. Alors, c'était un être magnifique, et c'était une montagne de muscles. Donc, ça n'a rien à voir avec la forme. Pour lui, il avait la constitution pour dire ce qui l'amenait en mise à terre, c'était de se mettre en dessous de 200 kilos de fonte et de pousser. Et on peut dire oui, c'est vrai que c'est matériellement, on peut croire que ça ramène sur le plancher des vaches. Le mec ne devait pas avoir beaucoup de pensées qui lui passaient par l'esprit pendant qu'il faisait cela. Mais si on prend par exemple Bernard de Montréal, il faisait du jardinage, il s'occupait de ses fleurs dans son parterre. Et bon, ceci c'est une mise à terre également, beaucoup plus douce pour le physique, mais ceux qui ont connu Bernard de Montréal ont vu que ce n'était pas une montagne de muscles non plus. Et il n'y a rien qui dicte que
un des deux aspects ou une des deux méthodes soit meilleure que l'autre. Donc, un va faire des meubles, l'autre va faire de la cuisine santé. Et par santé, on n'a pas tous la même définition. Mais bon, encore une fois, cuisiner quelque chose pour faire du bien à son corps parce que c'est plus dans ses facultés, dans sa créativité. Et ceci, c'est créatif. Ah oui. Donc, il y a toujours un élément de créativité. Même l'athlète qui avait la constitution pour se foutre en dessous de 200 kilos de fonte et de pousser là-dessus. Mais je ne peux pas juger qui que ce soit jamais. Et personne d'autre ne peut non plus. Car chacun est unique et la vie de chacun est unique. Il s'agit donc, pour l'individu unique qu'on est, de trouver la manière unique de maximiser sa mise à terre et sa créativité dans un deuxième temps. Oui, et cette action de trouver, ça ne se fait pas en y pensant, n'est-ce pas? Ben non. Oui. Non, mais voyez-vous, on a tendance à, je vais chercher, je vais trouver, mon destin, je blague, mais on a tendance à vouloir essayer de trouver, en y songeant, l'activité qui nous conviendrait le mieux, et c'est très difficile de se détacher de ça, en tout cas, je le dis pour moi, mais de trouver ce qui nous convient dans l'action, dans la mise à terre. On le trouve en le faisant. Oui. Donc, faire, c'est tout. Donc, faire, ça n'exige pas nécessairement de nombreuses heures par jour. Ça dépend le temps que nous avons pour différentes activités, mais qu'on essaie un truc, puis un autre, puis un jour on réalise que quelque chose nous convient particulièrement bien, et c'est tout. Il est aussi intelligent de se garder une ouverture, à savoir peut-être qu'il y a quelque chose de mieux, peut-être que ceci me convient cette année, mais l'année prochaine, ce sera autre chose. Donc, cette année, je fais du jardinage, et l'année prochaine, je ferai des meubles. Pourquoi pas? Et je reprends un point que vous disiez tout à l'heure par rapport à la créativité, et c'est que pour qu'il y ait créativité dans la vie, on doit d'abord s'intéresser à sa propre vie. Et c'est de cette façon-là qu'on peut devenir créatif. Oui, et c'est de cette façon-là qu'on peut éviter les pires déboires du courant initiatique, qui sont très, très, très douloureux. Donc, on peut rester en initiation pendant 40 ans si on est suffisamment borné. Mais ce n'est pas recommandé. Donc, si quelqu'un vous dit « Ah, moi j'ai vécu une initiation pendant très longtemps », vous pouvez savoir que c'est quelqu'un qui comprend difficilement, disons-le ainsi. Ou qui a compris difficilement jusqu'à ce qu'ils comprennent. Oui, mais ont-ils compris? Donc, s'ils parlent de leur longue initiation, c'est un peu comme se vanter d'être dur de la feuille ou d'être dur de la neurone. Oui. Donc, voilà. D'accord. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup pour cet éclairage. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur l'icône « J'aime » qui se trouve sous l'écran ou encore à partager la vidéo. Pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus, abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être avisé dès qu'une nouvelle capsule est diffusée. À la prochaine!